de la sexologie. Ah, c'est parfait, je ne vous vois pas. Alors, on va s'interroger, et merci Francis de me donner cette parole. Et je crois que c'est intéressant, dans une discipline qui a des difficultés à trouver sa place. Regardez de quelle façon elle n'est pas une discipline médicale, elle n'est pas une spécialité. Il n'y a pas réellement de service de sexologie. Il y a peu ou pas de recherche, il n'y a pas d'éducation à la sexualité, je vais y revenir. On est dans une perspective très particulière avec une discipline qu'on va avoir également du mal à circonscrire. Et c'est très important pour vous tous. Alors il y a, je dirais que dans les assises, il y a une moitié d'entre vous qui est déjà praticien, il y a une moitié qui sont en cours d'études et de nos DIU de sexologie, mais de s'interroger sur ce qu'est la discipline. Et je crois qu'à chaque fois, on va se repositionner, même par rapport à nos patients. C'est-à-dire ça permettra de savoir où on en est, de comprendre est-ce que je suis vraiment dans la complexité ou alors est-ce que j'agis comme je le fais dans d'autres disciplines. Et on le voit que la sexualité est un objet tout à fait à part, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Francis, tu serais gentil si tu peux me mettre en marche le compteur. Là, il doit y avoir un start. Sinon, je ne saurais pas où j'en suis. Ouais, merci. Je ne sais pas où on dirige le... Où est-ce que ça se dirige? D'accord. Voilà. Je vois que mes diapositives ne sont pas forcément lisibles, mais je vais vous les commenter. Je vais essayer de développer 4 points. Ces 4 points, c'est d'abord qu'est-ce que la sexologie, même si on a apparemment une idée, on va voir de quelle façon elle ne se définit peut-être pas aujourd'hui comme elle s'est définie hier et elle sera peut-être encore autrement demain, avec des constantes, on va le dire. Je vais vous parler dans un deuxième temps de ce que j'ai appelé les médecins de l'amour. Et qu'ils aient été médecins ou non, ce sont des personnalités qui ont permis que ce que nous appelons sexualité puisse aujourd'hui avoir un certain degré de liberté. Et malheureusement, il faut le savoir, c'est quand même ce degré de liberté que nous avons, c'est 20% de l'humanité. C'est-à-dire en Occident, notre sexualité est plus libre. Ce sont des médecins de l'amour. Le troisième point sera d'envisager à travers les premiers sexologues comment cette discipline a pu évoluer, et peut-être qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et le troisième point, la sexologie aujourd'hui, c'est simplement 2 ou 3 réflexions sur les directions que nous allons prendre. Alors dans ce premier point sur qu'est-ce que la sexologie, j'ai pris 3 définitions au début, il y a un siècle, au début du XXe siècle. La première utilisation du terme sexologie n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. C'est un Français, Cyrus de Massily, qui écrit un ouvrage qui s'appelle « La sexologie ou l'oracle des sexes ». Et à l'époque, cette première utilisation du mot, c'était tout simplement la prédiction du sexe des enfants avant la naissance. Alors l'intérêt de ces 3 définitions que je vous mets, c'est de voir comment les mentalités au tout début du XXe siècle vont changer. On est dans des préoccupations qui ne sont pas celles de la sexualité dont on parle aujourd'hui quand on parle de sexologie ou de sexualité, ni la grande dimension qui apparaît depuis les 20 dernières années, la dimension de l'érotisme, qui en était extrêmement absent, en tout cas dans la sexualité, j'allais dire ordinaire, la sexologie ou l'oracle des sexes. Quelques années après, c'est la grande école allemande de sexologie, Bloch, Hirschfeld, ce sont des cliniciens, ils sont tous psychiatres, et ils essaient de se positionner par rapport à Freud, qui vient d'écrire les 3 essais sur la théorie de la sexualité, c'est-à-dire qu'il vient de parler de ces stades psychosexuels, et ils vont être très centrés sur la question de l'orientation sexuelle, mais essentiellement ce qu'on appelait à l'époque les invertis, c'est-à-dire l'homosexualité, qui était quand même la grande chose de la sexualité il y a un siècle. Le troisième point dans la sexologie et dans le champ français,
Je cite Angelo Esnard parce que, à l'époque, Angelo Esnard est psychiatre, il est président de la Société française de psychanalyse, et ce sont des psychanalystes qui essaient, pour la première fois, d'allier l'approche de la psychanalyse et ce qu'on a appelé les faits sexuels. C'est-à-dire qu'on commence à décrire les faits sexuels, c'est la clinique de la sexologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, regardez, on est à un siècle d'aujourd'hui. Les grandes préoccupations, c'est d'abord de la fécondité. Le deuxième point, c'est les questions d'orientation, et on était vraiment dans la grande difficulté de savoir ce qu'il fallait en penser, savoir si on le faisait sortir des cadres cliniques, parce que on va y venir, il y a tout de même la psychiatrie qui avait mainmise sur la sexualité. Et le troisième point, avec Esnard, c'est-à-dire qu'on va commencer à décrire ce qui sera la clinique sexologique qu'on va connaître aujourd'hui. Si on veut définir la sexologie, c'est d'abord l'étude de la sexualité humaine. Oui, la sexologie, pour moi, personnellement, n'est pas directement la clinique, et pas seulement la clinique. Je crois que si on s'arrête à uniquement définir une clinique des faits sexuels, on n'est pas dans la compréhension de la complexité de la sexualité. C'est là que je veux en venir. Cet objet sexualité, cet objet très complexe, et peut-être si dans ce que je vous dis ce matin, dans tous nos enseignements, ce que l'on vous dit, moi je crois que c'est une seule chose essentielle, c'est que la sexualité est complexe. Vous n'avez qu'à voir de quelle façon des praticiens, des gens qui sont proches de nous, qui ne sont pas dans le champ de la sexologie, vous disent la sexualité on connaît. C'est très facile puisque on fait l'amour, je sais ce que c'est. Et puis dès que on approfondit, eh bien on va se rendre compte que ce ne sont pas que des faits cliniques, ce sont des faits de société. Il nous faut différentes disciplines pour la décrire, que ça soit, ici j'ai marqué la physiologie bien entendu, et on va être du côté de la clinique, la psychologie, l'anthropologie, les faits culturels, la sociologie, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de disciplines qui vont contribuer à constituer l'élément complexe que nous connaissons. Et le décodage, lorsque je vous parlerai de tous ces faits qui pourront paraître culturels, c'est essentiellement, c'est le but essentiel de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est suivre et accompagner et permettre de dépasser les difficultés sexuelles, même s'il s'agit de choses qui ont l'air extrêmement éloignées. La sexologie, dans son ensemble, de façon très vaste, permet de comprendre la psychosexualité. Freud y a participé. C'est en cela peut-être que la psychanalyse nous est un élément d'éclairage, mais vous savez de quelle façon il y a eu des difficultés, je vais y revenir, quant au positionnement de la sexologie ou d'une sexologie par rapport à la psychanalyse. Ça a été l'idée qu'une sexologie ne pouvait exister en dehors de la psychanalyse. Ça a été très souvent dit, et je dirais qu'au contraire, et c'est important de le comprendre, la sexologie, c'est le cumul de tous ces éclairages, c'est-à-dire que la psychanalyse est contenue dans la sexologie. Je crois qu'on ne peut pas comprendre les faits sexuels, comprendre ce qu'est la clinique, ce qu'est la sexualité, si on n'a pas tous ces regards, qu'ils soient sociologiques, psychologiques, biologiques, physiologiques, ainsi de suite. Maturation affective et érotique, et ce sont des dimensions qui ne sont pas toujours abordées si on en reste uniquement à la clinique. Les enjeux relationnels, pour accompagner, c'est notre objet, les femmes et les hommes qui sont en difficulté, qui font couple ou qui ne font pas couple. Donc peut-être que le seul objet, c'est j'ai cherché une formule qui pouvait convenir à beaucoup de situations que nous sommes amenés à suivre. Il ne faut pas être très ambitieux, mais un mieux-être intime et relationnel. La résolution des symptômes en fait partie, mais ce n'est pas ça la sexologie, ce n'est pas uniquement ça. La sexologie n'est pas une discipline à part entière. La sexologie, c'est ce que j'appelle une transdiscipline au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire justement le fait, et vous le voyez dans les enseignements, tous ceux qui ont suivi ou qui suivent actuellement les diplômes interuniversitaires,
c'est le fait de, à travers les éclairages de différentes disciplines, d'essayer de comprendre le langage, les outils que ces disciplines nous apportent pour comprendre l'effet sexologique. C'est-à-dire que je ne vais pas, en tant que médecin, n'avoir qu'un regard médical, mais c'est la façon dont je suis éveillé à d'autres lectures, d'autres grilles de lecture, que je vais permettre de comprendre cette complexité. C'est certainement le cumul des grilles de lecture. C'est ça qu'on va appeler une transdiscipline, toujours pour approcher cette complexité. Ne soyons pas très ambitieux, essayons de comprendre que la sexologie, c'est comprendre un objet extrêmement complexe. Il est très particulier, cet objet. Cet objet sexualité, c'est le seul au début de l'humanité qui a été frappé d'interdit. Les sociétés humaines se constituent, je dirais pour la plupart, dans les 30 derniers milliers d'années. Elles vont comporter des interdits. Il y a des interdits les plus larges, c'est des interdits alimentaires, mais les plus fréquents, c'est des interdits sexuels. Interdits sur la liberté de la pulsion sexuelle et la liberté essentiellement de la pulsion sexuelle des femmes. Car dans toute cette histoire de l'humanité, ce dont on va se rendre compte, c'est que les codes, les interdits qui se mettent en place, ça va être pour restreindre la liberté de la filiation, c'est-à-dire des femmes qui vont permettre la filiation aux hommes. Et cet objet est quand même tellement frappé d'interdits qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas d'enseignement, ce que je mettais le paradoxe actuel. On arrive à une sexualité en Occident, et pas dans tous les pays d'Occident, qui est beaucoup plus libre, mais elle est libre au prix d'une absence d'éducation à la sexualité. En France, on a une information sur les IST, sur la contraception, tant mieux, mais il n'y a pas une vraie éducation à ce qu'est la sexualité, les rapports intergenres, la prévention, par exemple, des violences qui va arriver à l'âge adulte pourrait se faire dans une éducation à la sexualité. Ce sexe est hyper présent, absence d'éducation, absence d'enseignement pour tous les professionnels que vous êtes, que vous soyez psychologue, médecin ou d'autres professions de santé. Regardez l'absence dans les cursus premiers d'enseignement ou de compréhension de la sexualité. Il n'y a pas de recherche vraie en sexologie, que ce soit Alfred Kinsey, que ce soit Master et Johnson dont on va parler. Eh bien, ils ont fait des recherches poursuivies par l'ordre des médecins la plupart du temps, dans le secret, dans les bas-fonds de l'hôpital, avec des gens qui se cachaient pour faire leurs recherches. Et on pourrait dire même, je crois qu'il faut le souligner, qu'il n'y a eu qu'un vrai travail de recherche sur la sexualité dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le grand travail de Master et Johnson de 1954 à 1966 qui va se faire en secret, mais depuis, il n'y a pas de travail d'envergure, alors qu'il y a des voies de recherche qui seraient possibles, mais la société est toujours avec une sorte de barrière, parce que qu'est-ce qui est devenu, tenez, l'objet sexualité en France aujourd'hui, à travers les médias? Il n'y a pas un commentateur, vous n'avez pas un chroniqueur, ce matin à la radio, j'en suis persuadé, qui va avoir des allusions et même des choses très fines et qui empruntent presque à notre clinique. Mais c'est un objet d'amusement, c'est un objet de populaire, si vous voulez, qui va permettre de faire de l'audience parce que c'est aussi le premier référent du langage. C'est-à-dire qu'on est avec un objet très complexe dont nous devons faire un objet d'étude pour le comprendre et pour pouvoir nous aider dans l'approche clinique de nos patients, qui est le seul objet que nous ayons en définitive. La sexologie est une médecine, c'est amusant, mais c'est une question qui m'a été posée il y a 2 jours dans une interview par une journaliste, et je n'y avais pas pensé. Elle me demandait la sexualité est-elle une médecine? Je l'ai pris au vieux sens du terme, mais bien sûr, c'est une médecine, même lorsque la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas médecin aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai il y a une 30aine d'années, mais c'est une médecine au sens que ça va soigner, c'est évident. Hein, c'est une médecine au sens d'une médiation, d'un intermédiaire pour parvenir à un bien-être, à un meilleur être de l'individu ou du couple. Le mot sexologue ne peut être substantif, ça c'est quelque chose que je trouve important de penser, c'est-à-dire
il est plutôt qualificatif parce que nos compétences thérapeutiques, nous les avons parce que nous sommes psychologues, nous sommes médecins, nous sommes kinés. Et sexologue, ça voudra dire simplement que nous savons la complexité de l'objet que nous approchons et on va le faire avec nos compétences. Je ne vais pas faire mon action de psychiatre, psychothérapeute, je ne vais pas avoir une approche de kiné, je ne sais pas faire. Mais je vais aborder très différemment que la plupart des psychiatres qui ne connaissent pas directement la complexité de cet objet, et toujours pour cet objet final qui va être l'amélioration du bien-être des individus ou des couples. Dans ces médecins de l'amour qui sont en définitive des individus, ils ne sont pas forcément médecins, mais je prenais ce terme-là parce que ce sont des gens qui vont, à travers les siècles, permettre ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont avoir permis de lever une part des interdits. Ils vont avoir bravé cet interdit, d'ailleurs au prix, vous allez le voir, d'un exil toute la vie, d'autodafé. On ne parle pas impunément de la sexualité pendant les siècles millénaires précédents. Ce sont des grandes figures que je vous cite rapidement. Le premier, je mets Ovide, oui. Quand Ovide, c'est en l'an 1 avant Jésus-Christ, écrit l'Art d'aimer, je vous conseille de Je vous conseille de le lire, l'Art d'aimer. L'Art d'aimer est bouleversant. D'ailleurs, regardez en bas, je vous ai mis en latin ce qu'on va lui adresser comme critique, comme injure. Argor obsceni doctor adulteri. Tu es, Ovide, une sorte de médecin qui nous apprend des obscénités pour créer l'adultère. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit dans l'Art d'aimer? Les femmes ont autant l'initiative de l'amour que les hommes, elles ont le droit de jouir, et ça c'est inacceptable. C'est inacceptable jusqu'au siècle dernier. Ovide va partir en exil, malgré sa position, eh bien, il ne reviendra pas de l'exil, car il avait bravé un interdit important en essayant de révéler la vraie nature de l'amour et de la sexualité. Quelques noms et quelques étapes dans cette connaissance. Ambroise Paré va décrire dans ses œuvres, vous savez que c'est le chirurgien de François Ier, il va décrire, il a fait de l'anatomie et il a disséqué des cadavres puisque c'est de la chirurgie de guerre, et il va le premier dire dans un livre écrit que le pénis est rempli de sang, c'est-à-dire qu'il y a une irrigation sanguine qui provoque l'érection. Ça, c'est quelque chose de fort parce qu'il s'oppose à la pensée d'Aristote. Aristote va avoir une pensée qui tiendra jusqu'au XVIIIe siècle. Aristote va simplement dire que ce pénis est rempli d'air, le pneuma, et il va dire de quelle façon il y a une sorte d'animation, enfin je ne vais pas vous décrire la pensée d'Aristote, mais c'est le premier qui va amener quelque chose de réel dans un mécanisme que l'on ne comprenait pas. Il se trouve qu'on ne savait pas que Léonard de Vinci, tout le monde en connaît le nom, avait découvert la même chose 50 ans plus tôt. Léonard qui va faire cet extraordinaire dessin qui est une sorte de coupe de coït, Léonard de Vinci est obligé de l'écrire dans son italien ancien, il l'écrivait en écriture inversée puisqu'il était ambidestre gaucher, et Léonard de Vinci est le premier en définitive, mais il ne va pas oser l'écrire parce que c'était à l'époque insupportable et je pense qu'il aurait risqué la prison. Dans son feuillet de la génération, et vous connaissez, il montre des choses qui ont été l'irrigation sanguine du pénis, il va justement reconnaître le pénis et le coït, et des images d'IRM récentes ont simplement confirmé la justesse de son observation anatomique. Je passe sur quelques personnes, je vais aller un petit peu plus vite, mais je tiens les temps. Francis. Jacques Ferrand, là on est du côté de ce qui va devenir la psychiatrie. C'est le premier qui va parler de remède d'accomplissement amoureux, c'est-à-dire qu'il va dire de quelle façon l'amour guérit
l'amour est une façon d'être libre, mais ça ne va pas être facile à cette époque. On est au XVIe siècle, son livre va être interdit, il va être obligé de changer, de se déplacer. On est toujours dans l'interdit de la connaissance de l'amour et de la sexualité. Je vous mets cette image de Rainer de Graaf, parce que c'est vrai qu'on entend sans arrêt, ce qui n'est pas faux, qu'on connaît l'anatomie du clitoris depuis une quinzaine d'années. Bien sûr qu'elle a été précisée par l'IRM et par une anatomie qui a été un petit peu mieux précisée, mais Rainer de Graaf, au XVIIe siècle, vous fait une anatomie des racines du clitoris qu'il connaissait bien. C'est pas vrai qu'on ne s'intéressait pas et qu'on ne savait pas ce qu'était le clitoris. Qu'on n'y ait pas accordé l'attention qu'on a aujourd'hui, c'est évident. Le tableau de l'amour conjugal de Nicolas Venette est très passionnant. On est au XVIIe siècle. C'est un livre qui va être publié sous pseudonyme à Amsterdam, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas le publier en France, c'est un médecin de La Rochelle. Il est très près de la clinique que nous connaissons aujourd'hui. Nicolas Venette est même le premier à dire, c'est un petit peu avant la vague de répression de la masturbation, mais il dit il n'y a aucun moyen d'empêcher la pulsion sexuelle et nous pouvons librement la vivre et elle n'est pas néfaste. C'est extraordinaire, on est au XVIIe siècle, juste avant cette répression que j'avais bien décrite dans ce qui s'appelle l'éloge de la masturbation, mais qui n'a commencé qu'en 1710 jusqu'en 1950. Pendant 2 siècles, on va être sur l'interdit des pulsions naissantes des adolescents, c'est tout simplement pour essayer de casser leur personnalité qui commençait à exister. John Hunter, extraordinaire chirurgien anglais, qui va à la fois le premier parler de l'opposition dans ce qu'il appelait l'impuissance physique et l'impuissance par imagination, mais moi je me souviens l'avoir relu il y a quelques années. C'est aussi lui qui a inventé ce que nous utilisons, la plupart d'entre nous, l'interdit sexuel. Il explique de quelle façon, il raconte une consultation dans laquelle, devant l'émoi, devant la difficulté émotionnelle de cet homme, il lui interdit la sexualité et il revient et ça a marché. Il a transgressé l'interdit. Félix Roubaud, tout à fait extraordinaire, il faudrait vous lire et je ne le ferai pas à l'instant. Félix Roubaud, en 1855, lui-même va publier sur pseudonyme parce que ce n'était pas acceptable ce qu'il dit. Dans son traité de l'impuissance et la stérilité de chez l'homme et de chez la femme, il va faire une description de coït que Kinsey va trouver, c'est comme ça que je l'ai repéré. C'est Alfred Kinsey qui a remarqué que c'était le premier à avoir décrit dans le détail le coït. Il y a une page entière, vous le trouverez dans mon petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la sexologie ?» Cette première description du coït, quand le membre viril pénètre dans le vestibule, le gland du pénis vient heurter le gland du clitoris, même si ce n'est pas tout à fait juste, c'est extraordinaire parce qu'il décrit très en détail, même les phases de congestion, des choses qui vont être très intéressantes, par exemple, pour quelqu'un comme Kinsey, puis Masters. Et on en arrive à ce que l'on va appeler plutôt les premiers sexologues. C'est-à-dire ceux qui vont amener la sexologie moderne, c'est-à-dire la connaissance des faits sexuels dans leur physiologie, dans leur psychologie. Richard von Krafft-Ebing, il faut savoir que quand il écrit Psychopathia Sexualis, d'abord il le met en latin, ce titre, de façon à l'éloigner du public, parce qu'il a encore peur que ce qu'il dit soit gênant. On a dit qu'il avait dépénalisé la sexualité, oui, d'une certaine façon, mais moi je crois qu'il a psychiatrisé la sexualité. Pourquoi le vaginisme, l'éjaculation prématurée sont dans le DSM? C'est uniquement parce que Krafft-Ebing a accaparé le domaine de la sexualité dans le champ de la psychiatrie. Et d'une certaine façon, il va également faire de la psychopathologie avec des choses qui n'en sont pas forcément. Il faut savoir aussi que Krafft-Ebing a été le doyen de l'université de Vienne quand Freud publiait les 3 essais et que Freud avait du mal à se situer par rapport à un Krafft-Ebing qui était quelqu'un de beaucoup plus rigoureux. Henri Havelock Ellis est peut-être le
premier très grand sexologue. Et aujourd'hui, son œuvre qui n'est pas trouvable, qui n'est pas facile, ou chez des bibliophiles, ça fait 10 volumes, ça fait 1 mètre à peu près dans ma bibliothèque, contient des quantités de choses que nous aurions à connaître sur la physiologie, sur les coutumes, sur de l'anthropologie, de la sociologie de la sexualité. C'est passionnant. Freud s'en est beaucoup inspiré, il ne l'a pas trop dit. C'est lui qui a inventé l'auto-érotisme. Et Freud, il va avoir exactement les dates, il est un contemporain, 1859-1939, quasiment contemporain de Freud, à 3 ans près pour la naissance. Freud va s'occuper peu de sexualité, mais il va le faire d'une façon très forte. Lorsqu'il écrit les 3 essais, il faut que chacun d'entre vous, vous les ayez lus. C'est effectivement l'essentiel de ce qu'il va dire sur la sexualité. Parce que Freud ne s'occupera pas directement ensuite de sexualité, il s'occupera des relations psychosexuelles entre les individus. Il va notamment donner les stades psychosexuels qui sont à peu près justes, à l'exception de la phase de latence, et puis c'était une autre époque. Mais il va permettre de fonder le courant psychologique de la sexologie. Wilhelm Reich va être révolutionnaire avec la fonction de l'orgasme. Pourquoi Freud va éloigner, vous connaissez les histoires des querelles de Freud qui va se séparer d'abord de Fliess, puis de Reich, puis de Jung, c'est les 3 personnes qui s'occupaient de sexualité. Reich est insupportable pour Freud parce qu'il parle sans arrêt de l'orgasme. Jung est insupportable parce que Jung dit mais la sexualité ça se vit. Jung était un homme très libre et il dit à Freud pourquoi voyez-vous toujours des névroses lorsqu'on parle de sexualité. Mais les exclus de la psychanalyse à l'époque par Freud, ce sont ceux qui ont une sexualité très libre, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Freud. L'un des grands révolutionnaires, c'est Kinsey, avec les 2 grands rapports qui vont révolutionner l'Occident et certainement qui ont changé tout ce que nous vivons aujourd'hui. Le rapport sur la sexualité des hommes en 1948, des femmes en 1953, c'est lui qui va permettre de montrer une première photographie de l'intimité en Occident. Oui, il va reprendre la thèse de Freud en montrant, oui, les enfants ont une sexualité et bien plus précoce. Il montre la première masturbation à l'âge de 2 mois, le premier orgasme à l'âge de 5 mois. Il va montrer de quelle façon l'homosexualité existe. Il va même découvrir sa propre homosexualité au cours de son travail. Et Kinsey va ouvrir la voie à William Masters. Masters qui certainement a eu le plus d'intuition lorsque, travaillant dans les sous-sols de l'hôpital, il va avoir cette pensée au départ de son travail: jamais je ne comprendrai la sexualité si moi, professeur de gynécologie que je suis, je ne m'allie pas une femme pour travailler avec moi. Et ils vont se rendre compte que tous les groupes mixtes, hommes-femmes, ont des meilleures compréhensions de la sexualité qu'un observateur homme ou qu'un observateur femme. Et 2 mots de conclusion. Tout à l'heure, Mireille Boniarbal, dans son développement sur l'enseignement, reprendra les éléments dont je vous parle. Mais quand on regarde l'évolution de la sexologie en France, on voit apparaître des associations, des mouvements scientifiques. Dans les années 56, le mouvement qui va devenir pour le planning familial, c'est tout simplement la transition entre les préoccupations de fécondité et de sexualité. C'est-à-dire que la sexologie va naître à partir du moment où on va se libérer du fait de la pilule, du fait de l'autorisation de l'avortement. On va se libérer, les femmes vont être libérées des contraintes de la gestation. Et c'est vraiment là que va naître la sexologie et la plainte sexuelle. Auparavant, il y en avait, elle était noyée dans la plainte de fécondité. Défiance contre la sexologie, c'est évident. Un novateur, Gerhard Wang, qui en 1966, en même temps que Master et Johnson, va sortir le sexe de la femme. Je passe sur des choses que Mireille va vous dire dans un instant. Mais j'insisterai, c'est ma conclusion, sur l'importance de la loi Veil en 1979, qui dépénalise l'avortement. C'est la même période où la
la pilule est plus largement utilisée, c'est ce qui va permettre, moi je le pense fortement aujourd'hui, que si nous connaissons aujourd'hui une liberté, qu'est-ce que je vais dire? Oui, je vais vous le dire dans un instant. Si nous connaissons aujourd'hui une liberté des hommes et des femmes, et surtout des femmes envers la sexualité, c'est certainement parce que les femmes sont libres des grossesses qui les ont immobilisées. Dans la rétrospective que j'ai fait avec Sextory, en reprenant l'histoire de l'humanité, je m'en suis rendu compte après l'avoir écrit. Il y a deux périodes dans l'histoire de l'humanité où la sexualité est libre et où les femmes existent. C'est la Haute-Égypte et l'époque actuelle. Et je me suis rendu compte après que c'est les deux périodes où il y a une contraception en Haute-Égypte. Il y a même des épines d'acacia qu'on mettait à l'intérieur de l'utérus, une sorte de stérilet. C'est-à-dire c'est les seules périodes où les femmes vont avoir des rôles, elles sont des rôles sociaux. Elles sont architectes, elles sont médecins, tout simplement parce qu'elles ne sont pas immobilisées par les grossesses. Alors, mot de conclusion, on a une grande richesse des compétences aujourd'hui. Il y a même plus de non-médecins que de médecins en sexologie, et c'est très heureux. Élargissement des réseaux de soins. Mais ce que je voudrais, dans ce que vous ne pouvez pas lire en bas, nous avons une conscience morale à avoir en tant que sexologue, c'est-à-dire en sachant l'importance de cet objet sexologie, sexualité. Attention au retour des conservatismes, c'est-à-dire que les libertés qu'on a acquises il n'y a pas si longtemps, elles peuvent vraiment venir en arrière et on doit être vigilant et on peut être des lanceurs d'alerte. Regardez de quelle façon, lorsque le Parlement polonais réinterdit l'avortement, lorsque on entend des gens qui disent mais je ne remettrai pas la loi Veil, imaginez simplement qu'elle puisse être remise en cause. C'est très fragile, on a une liberté qui existe dans très peu de l'humanité, il faut la conserver et nous sommes des acteurs qui pouvons le dire haut et fort. Merci, je m'arrête ici. Merci beaucoup Philippe. Pendant que Hervé Lejeune et ses invités viennent s'installer sur la table, je voudrais vraiment te remercier beaucoup de nous avoir rappelé la modestie dont on doit continuer à faire preuve quand on voit beaucoup de choses ont été inventées et décrites il y a très très longtemps. Je voudrais aussi souscrire tout à fait à ce que tu disais sur l'IVG. Juste pour bien dire, la toute petite coquille, c'est que la loi Veil, c'est bien 75 et pas 79. Et qu'on a donc fêté les 40 ans, mais qu'on est encore obligé en France aujourd'hui de légiférer, ce qui vient de se faire il y a très très peu de temps, pour empêcher certains sites Internet de faire de la désinformation. Merci infiniment.